La demi-baguette heurta le sol avec un bruit sec qui résonna dans le silence glacial de la matinée. Geneviève la vit rouler sur les pavés sales du trottoir, ce unique morceau de pain qu'elle avait réussi à obtenir après avoir marché 6 kilomètres pieds nus, suppliant dans chaque boulangerie du centre d'Aix-en-Provence. Ses mains tremblantes, parcheminées par des décennies de labeur, tentèrent de le rattraper, mais la chaussure italienne de Lucas Mercier, un mocassin en cuir qui coûtait plus que 3 mois de nourriture pour elle, écrasa délibérément le pain contre le ciment, le pulvérisant. Ses yeux froids la fixaient avec un mépris si intense qu'il en était physique. « Voilà ce que je pense de vous et de votre espèce », cracha-t-il, les mots chargés de venin. « Des gens comme vous polluent les rues où je marche. » Ce que Lucas ignorait, c'est qu'à cet instant précis, un homme vêtu de blanc l'observait de l'autre côté de la rue, avec des yeux qui brillaient d'un mélange de tristesse infinie et d'une justice qui était sur le point de se manifester d'une manière que Lucas ne pourrait jamais imaginer. C'était un mardi 14 mars, à 7 heures du matin, que tout avait commencé. Geneviève s'était réveillée dans sa modeste baraque de tôle dans le quartier des Arnavaux, aux confins d'Aix-en-Provence, là où les murs de carton et de métal rouillé protégeaient à peine du froid mordant de l'aube. Elle n'avait rien mangé depuis 4 jours. 4 jours durant lesquels elle n'avait bu que de l'eau salée pour tromper son estomac qui la rongeait de l'intérieur, une douleur si vive qu'elle avait l'impression d'être dévorée vivante. Ses mains rugueuses, marquées par 72 ans à laver le linge des autres, tremblaient tandis qu'elle enfilait l'unique châle qui lui restait, rapiécé si souvent qu'il était devenu plus fil que tissu. Le miroir brisé suspendu à un clou sur le mur lui renvoya une image qu'elle peinait à reconnaître. Des yeux caves, des pommettes saillantes comme des lames sous sa peau tannée, ses cheveux blancs et rares tombant sur des épaules autrefois robustes. « Mon Dieu » murmura-t-elle d'une voix brisée, « cela fait 4 jours que je n'ai pas mangé. Je ne te demande pas un festin, Seigneur, juste quelque chose pour calmer cette douleur qui me tue de l'intérieur. Tu sais que ce n'est pas pour moi que je le demande, c'est pour avoir la force de continuer à chercher mon Antoine. » Antoine, son fils unique, celui pour qui elle avait tout sacrifié. Geneviève quitta sa baraque alors que le soleil commençait à peine à peindre le ciel de teintes roses et orangées. Elle marchait pieds nus, ses seules chaussures s'étant rompues 3 semaines plus tôt, et elle n'avait pas les 20 € nécessaires pour les faire réparer. L'asphalte était gelé sous ses pieds enflés, chaque pas un rappel brutal que son corps n'était plus celui qui avait autrefois porté des briques sur des chantiers, lavé des montagnes de linge et nettoyé des maisons de l'aube au crépuscule. La première boulangerie se trouvait à 2 kilomètres. Monsieur Jean, le propriétaire, la connaissait depuis 30 ans. « Monsieur Jean » dit Geneviève d'une voix douce en entrant, l'odeur du pain fraîchement cuit la frappant comme un coup de poing dans son estomac vide. « Pourriez-vous me faire crédit d'un petit pain ? Justin. Je vous promets de vous le payer vendredi, quand je recevrai ma paie de chez Madame Martinez. » Monsieur Jean, un homme corpulent d'une 60aine d'années, son tablier blanc maculé de farine, secoua la tête sans la regarder dans les yeux. « Je suis désolé, Geneviève. Je ne peux plus faire crédit. J'ai une longue liste de gens qui me doivent de l'argent et qui ne paient jamais. Je ne peux plus. Monsieur Jean, pour l'amour de Dieu, je n'ai rien mangé depuis 4 jours. Je suis désolé. » Sa voix fut ferme, finale. Geneviève sortit, les yeux brûlants mais sans larmes. Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus de larmes. La deuxième boulangerie se trouvait 2 kilomètres plus au nord. La boulangerie Saint-Michel, où son défunt mari, Michel, avait travaillé avant que le cancer ne l'emporte 12 ans plus tôt. Elle marcha lentement, chaque pas plus douloureux que le précédent, ses genoux enflés protestant, ses pieds nus saignant légèrement là où le pavé était plus rugueux. « S'il vous plaît » supplia-t-elle Madame Marie, la propriétaire, une femme grande et mince aux cheveux teints en noir de jais. « Juste un pain, un tout petit. Je vous le paierai. Je le jure sur la Sainte Vierge. Geneviève, comprenez-moi. Les temps sont durs pour tout le monde. Si je vous donne à vous, je devrais donner à tout le monde. Mais j'ai toujours payé, toujours. Je suis désolé. 3 autres boulangeries, 3 autres refus. Lorsqu'elle arriva à la 6e boulangerie, il était déjà 10 heures du matin et le soleil provençal tapait sans pitié. Geneviève avait dû s'asseoir 3 fois sur le trottoir, prise de vertige, voyant des taches noires danser devant ses yeux. Ses lèvres étaient gercées, sa bouche si sèche qu'elle pouvait à peine parler. La boulangerie du centre se trouvait à l'angle de la rue du Commerce et de la rue Gambetta, en plein cœur de la ville. Une grande boutique, étincelante, avec des vitrines remplies de pain doré, de croissants, de pain au chocolat, de brioches glacées.
L'odeur était une torture divine. S'il vous plaît, chuchota-t-elle au jeune homme derrière le comptoir, un garçon de 20 ans tout au plus, avec une casquette rouge et un visage indifférent. Enzo. Pourriez-vous me donner un morceau de pain? Le moins cher que vous ayez. Je n'ai pas mangé depuis 4 jours et j'ai besoin de quelque chose dans l'estomac. Le garçon la toisa de la tête aux pieds, son visage se tordant de dégoût. On ne donne rien ici, madame. Soit vous achetez, soit vous partez. Mon fils, par pitié. Dehors! Cria-t-il. Vous faites fuir les clients. Geneviève sortit en titubant, ses jambes la soutenant à peine. Elle s'appuya contre le mur de l'immeuble, fermant les yeux, priant en silence. Mon Dieu, s'il te plaît, je n'en peux plus. Mamie? Elle ouvrit les yeux. Une petite fille d'environ 6 ans, vêtue d'une robe bleue et avec des couettes en désordre, la regardait de ses grands yeux sombres. Dans sa main, elle tendait une demi-baguette enveloppée dans une serviette en papier. Maman me l'a donnée pour la récréation, mais j'ai déjà beaucoup déjeuné. Vous la voulez? Les mains de Geneviève tremblèrent en recevant ce morceau de pain comme s'il s'agissait d'or pur. Que Dieu te bénisse, mon petit ange. Que Dieu te bénisse 1000 fois. Léonie. Cria une femme depuis une voiture garée à proximité. Viens ici tout de suite. La petite fille courut. Geneviève serra le pain contre sa poitrine, les larmes jaillissant enfin, chaudes et abondantes. Elle ne le mangea pas sur place. Elle voulait le ramener à sa baraque, le manger lentement, avec gratitude, avec dignité. Elle marcha le long de la rue du Commerce, en direction de l'arrêt du bus régional qui la ramènerait. Ses pieds nus laissaient de petites taches de sang sur le ciment, mais elle ne le remarquait pas. Elle ne pensait qu'à cette demi-baguette, à la manger avec un verre d'eau, à la force qu'elle lui donnerait pour continuer à chercher Antoine demain. Antoine, son fils. Pour comprendre pourquoi Geneviève était prête à mourir de faim plutôt que d'arrêter de chercher Antoine, il faut remonter le temps. 25 ans en arrière, quand Antoine n'avait que 10 ans et que Geneviève avait encore son mari Michel à ses côtés. Ils vivaient dans la même modeste baraque de tôle, mais à l'époque, il y avait de l'amour, des rires, de l'espoir. Michel travaillait dans la construction, gagnant à peine de quoi vivre quand il y avait du travail, ce qui n'était pas toujours le cas. Geneviève lavait le linge pour 5 familles, ses mains plongeant dans l'eau glacée avant le lever du soleil, frottant, tordant, étendant, repassant jusqu'à la tombée de la nuit. Antoine était un garçon brillant, des yeux intelligents, des mains curieuses, demandant toujours pourquoi, comment, quand. Les instituteurs de l'école primaire disaient à Geneviève, « Votre fils est spécial, il doit continuer à étudier. » Mais les études coûtaient de l'argent, livres, uniformes, transport, frais de scolarité. De l'argent qui suffisait à peine pour la soupe de légumes et le pain rassis. « Nous y arriverons », promit Geneviève à Antoine un soir, agenouillé près de sa paillasse où l'enfant dormait. « Tu étudieras, tu deviendras quelqu'un, tu auras une vie meilleure que la nôtre. » Et elle a tenu sa promesse. Mon Dieu, comme elle a tenu sa promesse. Elle travailla 2 fois, 3 fois plus. Elle lavait le linge le jour, nettoyait des bureaux la nuit, dormait 3 heures, mangeait 1 fois par jour pour qu'Antoine puisse manger 2 fois. Elle porta la même robe élimée pendant des années pour lui acheter des uniformes neufs. Lorsque Michel tomba malade d'un cancer, lorsque les frais d'hôpital commencèrent à dévorer chaque euro qu'il gagnait, ce fut Geneviève qui porta tout sur ses épaules qui se courbaient sous le poids. Antoine termina le collège, puis le lycée, toujours avec les meilleures notes, toujours sérieux, dévoué, promettant, « Maman, quand j'aurai de l'argent, tu ne souffriras plus jamais. » Michel mourut quand Antoine avait 18 ans, 2 mois avant que le jeune homme n'entre à l'université. Geneviève vendit le peu de valeur qu'il possédait pour payer les funérailles. Elle se retrouva avec une dette de 2000 € qu'elle remboursa pendant 2 ans, euro par euro, pendant qu'Antoine étudiait la gestion d'entreprise à l'université d'Aix-Marseille. « Mon fils, » lui disait Geneviève quand Antoine la suppliait d'arrêter de travailler autant, « toi, étudie. Je vais bien. Dieu me donne la force. » Mais ses mains se déformaient un peu plus chaque année. Ses genoux craquaient, son dos se voûtait. À 52 ans, Geneviève en paraissait 70. Antoine fut diplômé avec mention à 23 ans. Il trouva un travail dans une agence de publicité. 2000 € par mois au début. « Maman, dit-il les larmes aux yeux. Tu n'as plus besoin de laver de linge.
Je vais m'occuper de toi. Pour la première fois en 30 ans, Geneviève se reposa. Ce furent 6 mois merveilleux. Antoine lui apportait de la nourriture, lui achetait des médicaments pour ses genoux, il répara le toit de la baraque. Geneviève allait à la messe tous les jours pour remercier Dieu. Son sacrifice avait porté ses fruits. Puis Antoine rencontra Sandrine. Sandrine Mercier, fille d'une riche famille de Saint-Paul-de-Vence. Elle étudiait le stylisme. Elle conduisait une Audi blanche qui valait plus que tout ce que Geneviève avait gagné dans sa vie entière. Elle portait des sacs Louis Vuitton, des chaussures Prada, des robes Chanel. C'est la femme de ma vie, maman, lui dit Antoine, les yeux brillants. Je te la présenterai bientôt. Mais les semaines passèrent et la présentation n'eut jamais lieu. Antoine commença à lui rendre visite moins souvent, puis beaucoup moins. Ses appels devinrent rares, courts, gênés. Mon fils, est-ce que ça va? Demandait Geneviève, le cœur commençant à se remplir d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. Oui, maman, je suis juste très occupé. 8 mois après avoir rencontré Sandrine, Antoine cessa complètement de lui rendre visite. Les appels cessèrent. Geneviève alla le chercher à son travail, mais on lui dit qu'il n'y travaillait plus. Elle alla à son appartement et découvrit qu'il avait déménagé sans laisser d'adresse. Son fils avait disparu. Geneviève chercha désespérément. Elle interrogea ses anciens collègues, ses amis de l'université. Personne ne savait rien. Ou ne voulait rien dire. Un jour, 3 ans après la disparition d'Antoine, Geneviève vit une annonce dans le journal. Une grande annonce en couleur pour une nouvelle agence de marketing, Mercier et Associés, l'excellence en publicité. Et sur la photo, il y avait son fils. Mais il ne s'appelait plus Antoine Dubois. Il s'appelait Antoine Mercier. Il avait pris le nom de famille de Sandrine, il l'avait épousée. Geneviève se rendit à l'adresse de l'annonce. Un bureau élégant dans une tour de verre au centre d'Aix-en-Provence. On lui dit qu'il fallait un rendez-vous. Elle attendit dehors pendant 6 heures jusqu'à ce qu'elle voie sortir Antoine, son Antoine, vêtu d'un costume gris qui coûtait facilement 3 000 €, parlant au téléphone portable tout en se dirigeant vers une luxueuse berline noire et brillante. « Antoine !» cria Geneviève en courant vers lui, ses jambes la soutenant à peine. « Mon fils, c'est moi, ta maman. » Antoine s'arrêta net. Ses yeux la regardèrent et en eux, Geneviève vit quelque chose qui lui brisa le cœur plus que 1000 famines réunies. La honte. « Ne m'appelez pas comme ça, dit-il à voix basse, regardant nerveusement autour de lui. Je ne vous connais pas. Antoine, c'est ta maman. Vous vous trompez de personne. Sa voix était froide, morte. Éloignez-vous de moi. Mon fils, s'il te plaît. Geneviève tenta de le toucher, mais il recula comme si elle était venimeuse. Je ne suis pas votre fils. Ma mère est morte il y a des années. Il monta dans la voiture et partit, les pneus crissant sur l'asphalte. Geneviève resta plantée au milieu de la rue. Les gens marchaient autour d'elle, le monde tournait tandis que son cœur se brisait en 1000 morceaux dans sa poitrine. Mais elle n'abandonna pas. Durant les 9 années qui suivirent, Geneviève chercha Antoine. Elle lui écrivit des lettres qui ne reçurent jamais de réponse. Elle se rendit à son bureau des dizaines de fois, mais on ne la laissa jamais entrer. Elle se tint devant sa maison, une propriété cossue de 3 étages dans le quartier le plus exclusif de Saint-Paul-de-Vence, avec des jardins parfaits et une fontaine en marbre italien, suppliant juste pour l'apercevoir. Une fois, Sandrine sortit et lui cria que si elle ne partait pas, elle appellerait la police. « Mon mari n'a rien à voir avec vous, vieille folle. Cessez de nous harceler. » Geneviève ne cessa jamais de chercher, ne cessa jamais d'aimer, ne cessa jamais de pardonner. Mais le temps et la tristesse la consumèrent. Elle recommença à laver du linge, mais ses mains n'étaient plus aussi agiles. Les familles cessèrent de l'employer, l'argent disparut, la nourriture disparut. La baraque commença à tomber en ruine et elle n'avait rien pour la réparer. Elle avait maintenant 72 ans. Elle mourait de faim et cherchait toujours son fils. Geneviève marchait sur la rue du Commerce avec la demi-baguette serrée contre sa poitrine, pensant à Antoine, lorsque le destin, ou peut-être quelque chose de plus grand que le destin, la plaça sur le chemin de Lucas Mercier. Lucas était le frère cadet de Sandrine, 32 ans, héritier d'une fortune bâtie sur l'immobilier, le groupe immobilier Mercier.
Il conduisait une Porsche 911 gris métallisé qui coûtait plus de 150 000 euros. Il portait une Rolex en or blanc au poignet gauche, d'une valeur de 40 000 euros. Ses costumes étaient faits sur mesure en Italie. Son monde était celui des restaurants où un dîner coûtait 200 euros, des clubs exclusifs où une bouteille de whisky en valait 1000. Lucas Mercier méprisait les pauvres avec une passion quasi religieuse. Pour lui, la pauvreté était un choix, un échec moral, quelque chose qui contaminait l'esthétique de sa vie parfaite. Ce matin-là, il sortait d'une réunion d'affaires. Il était de mauvaise humeur car un partenaire avait remis en question ses chiffres. Il parlait au téléphone, criant à quelqu'un son incompétence et sa médiocrité. C'est alors que Geneviève croisa son chemin. Elle regardait le pain dans ses mains, souriant légèrement malgré la douleur, remerciant Dieu en silence pour cette bénédiction. Elle ne vit pas Lucas avant qu'il ne soit trop tard. Ils se heurtèrent légèrement. Le pain s'échappa des mains de Geneviève. Et c'est là que le monde s'arrêta. Le pain tomba, roula, et s'immobilisa juste devant les pieds de Lucas. « Regardez où vous marchez !» hurla Lucas, son visage s'empourprant d'une fureur instantanée. « Pardon, monsieur, je... » Geneviève se pencha, essayant de récupérer son pain. Mais Lucas, dans un mouvement qui semblait tout droit sorti de l'enfer, leva son pied et écrasa le pain contre le sol. Il le broya, le déchiqueta, ses yeux plantés dans ceux de Geneviève avec une haine sans nom. « Voilà ce que je pense de vous et de votre espèce, cracha-t-il. Des gens comme vous polluent les rues où je marche. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ne retournez-vous pas dans votre trou avec le reste des ordures? » Geneviève regarda son pain détruit, son unique pain, son seul repas après 4 jours de faim, anéanti sous la chaussure d'un homme qui dépensait probablement plus pour un dîner qu'elle ne gagnait en un an. Quelque chose se brisa en elle. Elle tomba à genoux, sanglotant, ses mains essayant de ramasser les miettes de pain écrasées sur le sol sale. « S'il vous plaît, pleurait-elle, s'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi m'avez-vous fait ça? C'était mon seul repas, la seule chose que j'avais. » Lucas rit, un rire froid, cruel. « Vous auriez dû y penser avant de me gêner. » Il se pencha jusqu'à être à la hauteur de Geneviève, son haleine sentant le café cher et la menthe. « Vous savez quel est votre problème? C'est que les gens comme vous croient que le monde leur doit quelque chose. Personne ne vous doit rien, la vieille. Votre pauvreté est de votre faute. Votre faim est de votre faute. Maintenant, ôtez-vous de mon chemin. » Il se releva et commença à s'éloigner. Geneviève resta là, à genoux sur le trottoir, tenant des morceaux de pain sale dans ses mains tremblantes, pleurant d'une manière qui venait du plus profond de son âme. Et c'est alors qu'elle le vit. De l'autre côté de la rue, observant toute la scène, se tenait un homme entièrement vêtu de blanc. Pantalon blanc, chemise blanche, même ses chaussures étaient blanches. Son visage était serein, mais ses yeux. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit oublier à Geneviève sa douleur un instant. L'homme traversa la rue, marcha directement vers Lucas, qui s'apprêtait à monter dans sa Porsche. « Excusez-moi, » dit l'homme en blanc d'une voix douce, mais qui, d'une manière ou d'une autre, se fit entendre par-dessus le bruit de la circulation. Lucas se retourna, agacé. « Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu ce que vous avez fait. Et savez-vous qui est cette femme? » Lucas regarda de nouveau Geneviève, qui était toujours à genoux. Une sans-abri. Une parmi des millions. Pourquoi cela devrait-il m'importer? Pourquoi? Dit l'homme en blanc en se rapprochant, ses yeux brillant d'une lueur qui provoqua un frisson inexplicable chez Lucas. Ce pain que vous venez de détruire était la seule chose qui se tenait entre cette femme et la mort. Elle n'avait pas mangé depuis 4 jours. Elle a marché 6 kilomètres pieds nus en suppliant pour ce pain, et vous l'avez écrasé comme si c'était un déchet. Ce n'est pas mon problème, dit Lucas, mais sa voix semblait moins assurée. Non. L'homme en blanc sourit légèrement. Lucas Mercier, 32 ans, héritier de la fortune du groupe immobilier Mercier. Vous vivez au 2847 avenue de la Victoire. Vous avez 3 200 000 euros sur votre compte principal à la BNP Paribas. Vous devez 200 000 euros pour votre Porsche. Vous avez dépensé 4 800 euros en vêtements le mois dernier, 3 200 en restaurant, 2 000 pour votre adhésion au club de golf. Lucas pâlit. Comment savez-vous tout ça? Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui vous observe, Lucas. Qui observe vos choix,
qui observe votre cœur. L'homme tendit la main vers la rue, où Geneviève sanglotait encore. Et ce que je viens de voir me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vous. Écoutez, dit Lucas en essayant de retrouver son sang-froid, je ne sais pas qui vous êtes ni comment vous savez ces choses, mais vous n'allez pas me faire la morale dans la rue. Je travaille dur pour mon argent. Vous travaillez dur? L'interrompit l'homme en blanc, sa voix prenant un ton qui fit vibrer l'air ambiant. Savez-vous qui travaille dur, Lucas? Cette femme. Cette femme que vous avez humiliée a travaillé chaque jour de sa vie depuis l'âge de 8 ans, lavant, nettoyant, portant. Elle s'est sacrifiée jusqu'à n'avoir que la peau sur les os pour donner une éducation à son fils. Et quand ce fils a eu honte d'elle, quand il l'a abandonnée par honte, elle a continué à le chercher pendant 9 ans. 9 ans, Lucas. Savez-vous ce que cela représente en douleur? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Son fils s'appelle Antoine. Antoine Dubois, bien qu'il se fasse maintenant appeler Antoine Mercier. L'homme en blanc laissa ces mots pénétrer. C'est votre beau-frère. Le monde de Lucas s'arrêta. Quoi? Antoine Mercier, le mari de votre sœur Sandrine. Cette femme à genoux dans la rue, pleurant pour un pain détruit. C'est sa mère. C'est la mère d'Antoine. Lucas regarda Geneviève, puis de nouveau l'homme en blanc, son visage un masque de choc. C'est impossible. La mère d'Antoine est morte. Antoine vous a menti, dit l'homme en blanc avec une tristesse infinie dans la voix. Il vous a menti parce qu'il avait honte de ses origines, parce qu'il voulait appartenir à votre monde de luxe et d'apparence. Il a abandonné la femme qui a donné sa vie pour lui. Et vous, Lucas, vous venez de détruire la seule nourriture de cette femme, la mère de votre beau-frère. Une femme qui est plus riche en amour et en sacrifice que vous ne le serez jamais en argent. Lucas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est pas possible. Appelez-le, dit l'homme en blanc. Demandez-lui de vous parler de Geneviève Dubois. Demandez-lui de vous parler de la femme qui lavait du linge. Demandez-lui de vous parler de sa mère, soi-disant morte. Et quand il vous mentira, demandez-lui de vous parler de la cicatrice qu'il a sur l'épaule gauche. Une brûlure qu'il s'est faite à 10 ans. Demandez-lui qui a pris soin de lui pendant 2 semaines pendant qu'il guérissait. Demandez-lui qui a payé ses études. Demandez-lui qu'il a aimé quand personne d'autre ne le faisait. L'homme en blanc commença à s'éloigner. Attendez! Cria Lucas. Qui êtes-vous? L'homme s'arrêta, se retournant légèrement. Je suis quelqu'un qui aime cette femme plus que vous ne pourriez jamais le comprendre. Et Lucas, ce que vous avez fait aujourd'hui ne restera pas sans conséquence. Les prochains jours vous apprendront quelque chose que vous avez clairement oublié, que chaque action a son poids, et que la manière dont vous traitez le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Et puis, en un clin d'œil au Lucas jurerait plus tard que ce ne fut qu'un clin d'œil au l'homme disparu. Il n'était tout simplement plus là. Lucas courut jusqu'au coin de la rue, regarda dans toutes les directions. Rien. L'homme en blanc s'était évanoui comme de la fumée. Les mains tremblantes, Lucas sortit son téléphone et appela Antoine. Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Répondit Antoine, sa voix désinvolte. J'ai besoin que tu me dises la vérité, dit Lucas, la voix brisée. Ta mère est-elle morte? Silence. Antoine, est-ce que ta mère est morte? Oui, répondit Antoine. Elle est morte quand j'avais 18 ans. Elle s'appelait Geneviève. Geneviève Dubois. Un silence encore plus long. Antoine, réponds-moi. Elle s'appelait Geneviève? Lucas, pourquoi tu me demandes ça? Réponds à la question. Oui. La voix d'Antoine n'était qu'un murmure. Elle s'appelait Geneviève. Et tu as une cicatrice sur l'épaule gauche, une brûlure. Comment? Comment tu sais ça? Lucas raccrocha. Il resta planté au milieu du trottoir, le téléphone tremblant dans sa main, regardant vers l'endroit où Geneviève était toujours à genoux, maintenant aidée par une jeune femme qui tentait de la consoler. Il avait écrasé le pain de la mère de son beau-frère. Une femme qui n'avait pas mangé depuis 4 jours. Une femme qui avait tout sacrifié pour le fils qui vivait maintenant dans une propriété cossue, conduisait une berline de luxe et prétendait qu'elle était morte. Et un homme étrange, un homme impossible, savait tout. Lucas monta dans sa Porsche, les mains toujours tremblantes.
Il conduisit sans but pendant 20 minutes avant de s'arrêter sur le parking désert d'un centre commercial. Il resta là, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Qui était cet homme? Comment savait-il tout ça? Ses comptes bancaires? Ses dépenses? L'histoire d'Antoine, les détails sur Geneviève. Et ces mots, la manière dont vous traitez le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Lucas n'était pas religieux. Il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années, mais ces mots lui semblaient familiers, comme quelque chose entendu dans son enfance, lors des cours de catéchisme que sa grand-mère l'obligeait à suivre. Il appela Sandrine. « Frérot, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de parler à Antoine. Maintenant. Il est en réunion. » Qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Connais-tu la mère d'Antoine? Bien sûr. Elle est morte avant que je le rencontre. Pourquoi? As-tu vu des photos d'elle? Non. Antoine dit que c'est trop douloureux d'en parler. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'Antoine nous a menti. Je crois que sa mère est vivante. Quoi? C'est ridicule. Je viens de détruire le pain d'une femme sans abri dans la rue. Une vieille femme, dénutrie, pieds nus. Et un homme étrange m'a dit que cette femme est la mère d'Antoine. Lucas, tu as bu? Je suis sobre, Sandrine. Cet homme savait des choses. Des choses que personne ne devrait savoir. Il connaissait le solde de mon compte en banque. Exact. Il connaissait mes dépenses du mois. Il savait tout sur Antoine, sur sa mère, sur tout. Tu me fais peur. J'ai besoin que tu me trouves des photos de la mère d'Antoine. Des vieilles photos, n'importe quoi. Et j'ai besoin de l'adresse où Antoine vivait avant de te connaître. Lucas, s'il te plaît. Sandrine, quelque chose se passe, quelque chose que je ne comprends pas, mais j'ai besoin de savoir la vérité. Sandrine soupira. D'accord, je vais chercher. Lucas raccrocha et resta assis dans sa voiture pendant encore 1 heure, essayant de digérer ce qui s'était passé. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Geneviève, ses larmes, sa douleur. Il voyait le pain détruit sous sa chaussure. Il entendait ces mots, « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» C'était mon seul repas. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Lucas Mercier ressentit de la honte. Pendant que Lucas luttait avec sa culpabilité naissante, Geneviève avait été aidée par une femme nommée Florence, qui avait vu toute la scène. Florence, une infirmière de 40 ans qui sortait de sa garde de nuit, avait acheté du pain frais à la boulangerie la plus proche et l'avait donné à Geneviève avec un billet de 20 €. « Prenez, madame, » avait-elle dit, les larmes aux yeux. Et que Dieu bénisse l'homme qui a fait ça. Mais pas dans le bon sens du terme. Geneviève avait accepté le pain avec une gratitude infinie. Elle était allée dans un jardin public voisin, s'était assise sur un banc sous un arbre et avait mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était le meilleur festin du monde. En mangeant, elle parlait à Dieu. « Seigneur, » murmurait-elle, « je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé. Je ne comprends pas pourquoi cet homme m'a traité ainsi. Mais merci pour Florence, merci pour ce pain. Et Seigneur, s'il te plaît, prends soin d'Antoine. Je sais qu'il m'a abandonné. Je sais qu'il a honte que je sois sa mère, mais je l'aime. Je l'aime de tout mon être. Et si je pouvais le voir encore une fois, juste une fois, je lui dirais que je lui pardonne, que je lui ai toujours pardonné. » Une larme tomba sur le pain, puis une autre. « Je veux juste qu'il sache que sa maman l'aime encore. C'est tout, rien de plus. » Elle finit de manger. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de pourpre. Geneviève se leva, s'appuyant sur le dossier du banc, et commença le long chemin du retour vers sa baraque. Elle ne vit pas l'homme en blanc qui l'observait de loin, des larmes coulant sur ses joues. Cette nuit-là, Lucas ne dormit pas. Il resta éveillé dans son appartement de luxe, au 15e étage d'une tour dans un quartier huppé d'Aix-en-Provence, fixant le plafond, ressassant tout. À 3 heures du matin, son téléphone sonna. C'était Sandrine. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle. Sa voix était étrange, comme si elle avait pleuré. J'ai regardé dans le vieil téléphone d'Antoine, celui qu'il gardait dans un tiroir. Il y a des photos. Des photos de lui avec une femme plus âgée.
Beaucoup de photos de quand il était enfant, adolescent, jeune homme. Et Lucas. Cette femme sur les photos. Je l'ai vue une fois, il y a environ 5 ans. Elle était devant notre maison. Elle suppliait pour voir Antoine. J'ai appelé la sécurité et ils l'ont fait partir. Antoine m'a dit que c'était une folle obsédée par lui, qu'elle le harcelait. À quoi ressemble-t-elle? Âgée, petite, avec des cheveux blancs, la peau mate. Des mains très rugueuses, comme si elle avait beaucoup travaillé. Lucas sentit son cœur tomber dans son estomac. Sandrine, où est Antoine maintenant? Ici. À la maison. Pourquoi? J'arrive. Lucas conduisit comme jamais auparavant, les rues vides d'Aix-en-Provence défilant dans un flou. Il arriva à la propriété cossue d'Antoine et Sandrine en 20 minutes. Il sonna avec insistance jusqu'à ce qu'Antoine ouvre, vêtu d'un pyjama en soie, le visage confus. Lucas? Mais qu'est-ce que? Lucas l'attrapa par le col du pyjama et le plaqua contre le mur. Où est ta mère? De quoi tu parles? Je te l'ai déjà dit. Ne me mens pas. Cria Lucas, sa voix se brisant. J'ai vu ta mère aujourd'hui. Je l'ai vue à genoux dans la rue, en pleurs, mourant de faim. Et j'ai détruit son pain. J'ai détruit son seul repas après 4 jours de jeûne. Et toi, tu m'as dit qu'elle était morte. Antoine devint livide, couleur de cendre. Lucas. Comment as-tu pu? Lucas le lâcha, reculant, regardant son beau-frère comme un étranger. Comment as-tu pu abandonner ta mère? Prétendre qu'elle est morte? Sandrine apparut en haut des escaliers en robe de chambre, les yeux rouges de larmes. Antoine, est-ce que c'est vrai? Ta mère est vivante? Antoine se laissa glisser au sol, le dos contre le mur, le visage enfoui dans ses mains. Et alors il commença à pleurer, à sangloter comme un enfant. J'avais honte, dit-il entre 2 sanglots. Honte d'où je venais, honte de ma pauvreté. Quand j'ai rencontré Sandrine, quand j'ai vu son monde, sa famille, sa richesse. J'ai su qu'il ne m'accepterait jamais s'il savait la vérité. Que ma mère lavait du linge, que nous vivions dans une baraque de tôle, que j'étais un moins que rien venu de nulle part. Alors tu m'as menti, cria Sandrine. Tu m'as menti pendant 8 ans. Je pensais que ce serait plus facile comme ça. Je pensais que si je coupais simplement tous les liens avec mon passé, je pourrais recommencer à zéro. Je pourrais être quelqu'un de nouveau, quelqu'un digne de toi. Et ta mère? Demanda Lucas, la voix tremblante de fureur. Et elle, alors? Sais-tu ce qu'elle a souffert? Je lui envoyais de l'argent au début, mais elle continuait d'apparaître, de me suivre, de supplier pour me voir. Et j'avais peur. Peur que Sandrine la voie, peur que mes associés la voient. Alors j'ai arrêté de lui envoyer de l'argent, j'ai changé mes numéros, j'ai bloqué tout contact. Mon Dieu, murmura Sandrine. Mon Dieu, Antoine. Sais-tu où elle vit? Demanda Lucas. Antoine hocha faiblement la tête. Dans le quartier des Arnavaux. Dans la même baraque où j'ai grandi. Lucas sortit en courant vers sa voiture. Lucas, attends! Cria Antoine. Mais Lucas était déjà parti. Il conduisit vers les Arnavaux, le cœur battant à tout rompre. Le GPS le guida à travers des rues de plus en plus étroites, de plus en plus sombres, de plus en plus pauvres. Il passa devant des maisons en carton, en tôle rouillée, en bois pourri. Des enfants pieds nus jouant dans des rues non pavées, des chiens maigres cherchant de la nourriture dans les ordures éparpillées. C'était le monde d'où venait Antoine. C'était le monde qu'il avait abandonné. Il arriva finalement à l'adresse. Une modeste baraque de tôle, parmi d'autres baraques de tôle, toutes entassées comme des boîtes d'allumettes. Toutes tombant en morceaux. Lucas frappa à la porte en métal. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Madame Geneviève? Silence. Il poussa la porte. Elle n'était pas verrouillée. Et il entra. L'intérieur était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Une petite pièce, peut-être 3 mètres sur 3. Des murs de tôle avec des trous par lesquels s'infiltrait le vent froid de la nuit. Un vieux matelas par terre, taché et élimé. Une table en plastique cassé, une chaise boiteuse,
une cuisinière à gaz avec un seul brûleur. Une ampoule nue suspendue au plafond. Et de l'humidité. De l'humidité sur les murs, sur le sol, dans l'air qui sentait le moisi et la tristesse. Geneviève dormait sur le matelas, couverte d'un châle fin, tremblant de froid. Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Maintenant, en la voyant de près sous la faible lumière de l'ampoule, il pouvait voir la vérité inscrite sur chaque ligne de son visage, la souffrance, le sacrifice, l'amour inébranlable. Et il sentit quelque chose se briser en lui. Il pleura. Lucas Mercier, qui n'avait pas pleuré depuis son enfance, qui était fier de sa dureté, de sa froideur, pleura comme il n'avait jamais pleuré. « Pardon » murmura-t-il. « Pardon, pardon, pardon. » Geneviève se réveilla en sursaut. Elle vit Lucas agenouillé près de son lit, en larmes, et la peur inonda ses yeux. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, supplia-t-elle. « S'il vous plaît. »« Non, » dit Lucas rapidement. « Je ne vais pas vous faire de mal. Je suis l'homme. Celui qui a détruit votre pain aujourd'hui. Et je suis venu vous dire que je suis désolé. Tellement désolé. » Geneviève le regarda, confuse, effrayée. « Et je suis venu vous dire autre chose, » continua Lucas. « Votre fils, Antoine. Je le connais. C'est mon beau-frère. Et il nous a menti. Il nous a dit que vous étiez morte. » Geneviève ferma les yeux, de nouvelles larmes s'échappant. « Je sais. Je sais qu'il avait honte. Et vous l'aimez encore? Après tout ce qu'il vous a fait, vous l'aimez encore? C'est mon fils, dit simplement Geneviève. Il sera toujours mon fils. Lucas sentit quelque chose se transformer en lui. Cette femme qui n'avait rien, qui avait été abandonnée, humiliée, détruite, avait encore plus d'amour dans son cœur qu'il n'en avait eu dans toute sa vie. « Venez avec moi, dit Lucas. S'il vous plaît. Antoine est chez lui. Il sait que je vous ai trouvé. Et je crois qu'il a besoin de vous voir. Il a besoin de vous demander pardon. » Vraiment? La voix de Geneviève se brisa d'espoir. Il veut vraiment me voir? Oui. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut vous voir aussi. Qui? Lucas ne répondit pas. Il ne savait pas comment expliquer l'homme en blanc. Il ne savait pas s'il devait essayer. Il aida Geneviève à se lever. Il remarqua qu'elle tremblait, qu'elle pouvait à peine marcher. Il l'aida à enfiler son châle rapiécé, ses chaussures cassées qu'elle avait finalement mises. Il la guida vers sa Porsche. Geneviève n'était jamais montée dans une telle voiture. Elle toucha le siège en cuir avec révérence, comme si c'était quelque chose de sacré. Pendant qu'il retournait vers Saint-Paul-de-Vence, Lucas lui raconta tout sur l'homme en blanc, sur ce qu'il avait dit, sur la façon dont il avait su des choses impossibles. « C'était lui, » dit Geneviève doucement, avec une certitude absolue dans la voix. « C'était Jésus. » « Comment pouvez-vous en être si sûr? » « Parce que je lui parle toute ma vie. Dans mes prières, dans ma douleur, dans ma solitude. Il ne m'a jamais abandonné, même quand mon fils l'a fait. Et maintenant, il est venu pour arranger ça. Pour tout arranger. » Lucas voulait dire que c'était impossible, que l'homme était probablement un détective privé ou quelque chose du genre, mais les mots ne sortirent pas. Parce qu'au fond de lui, dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis longtemps, il savait que Geneviève avait raison. Ils arrivèrent à la propriété cossue. Antoine et Sandrine attendaient dehors, sous les lumières des lampadaires qui éclairaient les jardins parfaits et la fontaine en marbre. Quand Geneviève sortit de la voiture, quand Antoine la vit, quelque chose se brisa en lui. « Maman !» cria-t-il en courant vers elle, tombant à genoux devant elle, étreignant ses jambes, sanglotant. « Maman, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. » Geneviève posa ses mains rugueuses sur les cheveux de son fils, le caressant comme lorsqu'il était enfant. « Je te pardonne, mon fils. Je t'ai toujours pardonné. Je ne mérite pas ton pardon. Je t'ai abandonné. J'ai dit que tu étais morte. Je t'ai laissé mourir de faim pendant que je vivais dans le luxe. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. » Antoine pleura plus fort, s'accrochant à elle comme un homme qui se noie. Sandrine pleurait aussi, debout à quelques mètres, observant la scène.
Et c'est alors que l'homme en blanc apparut. Il sortit de l'ombre du jardin comme s'il s'était simplement matérialisé. Ses yeux brillaient dans l'obscurité de la nuit. « Geneviève, dit-il d'une voix douce. Ma fille, tu as beaucoup souffert. » Geneviève le regarda et son visage s'illumina d'une joie qui transcendait toute la douleur des années. « Seigneur, murmura-t-elle. Ton amour n'a jamais faibli, ta foi n'est jamais morte. Même quand tout semblait perdu, tu as continué à croire, à aimer, à pardonner. Parce que tu ne m'as jamais abandonné, dit Geneviève. Tu as toujours été avec moi. J'étais avec toi quand tu lavais du linge avec des mains en sang, dit l'homme en blanc, des larmes brillant sur ses joues. J'étais avec toi quand ton mari est mort dans tes bras. J'étais avec toi chaque nuit où tu pleurais pour Antoine. J'étais avec toi quand tu as marché 6 kilomètres pieds nus pour chercher du pain. Et j'étais avec toi quand ce pain a été détruit. Il se tourna vers Lucas, qui était paralysé, regardant la scène avec des yeux exorbités. Lucas, dit l'homme en blanc, aujourd'hui, tu as appris que chaque personne que tu vois, chaque personne que tu méprises, chaque personne que tu considères comme inférieure à toi, est quelqu'un que j'aime infiniment. C'est quelqu'un pour qui je mourrais. C'est quelqu'un qui porte mon image, aussi brisée qu'elle puisse paraître. Lucas tomba à genoux. Qui êtes-vous? Tu le sais déjà. L'homme en blanc sourit. Je suis celui qui était sur la croix pour toi, celui qui t'aime malgré tous tes péchés, celui qui te donne une autre chance en ce moment même. Il se tourna vers Antoine. Antoine, mon fils, ta mère t'a pardonné. Maintenant, tu dois te pardonner à toi-même. Et tu dois l'honorer. Tu dois compenser chaque larme qu'elle a versée pour toi. Pas avec de l'argent, mais avec de l'amour, du temps, de la dignité. Antoine hocha la tête, incapable de parler, toujours accroché aux jambes de sa mère. L'homme en blanc regarda Sandrine. Sandrine, tu as aussi appris quelque chose aujourd'hui. Tu as appris que le véritable amour ne se construit pas sur des mensonges, mais sur la vérité. Même lorsque cette vérité est inconfortable, même lorsqu'elle nous oblige à grandir. Sandrine hocha la tête, essuyant ses larmes. L'homme en blanc s'approcha de Geneviève et posa sa main sur sa tête. Tu es bénie entre toutes les femmes, Geneviève. Ta souffrance n'a pas été vaine. Ton amour a transformé des vies. Ta foi a déplacé des montagnes. Et maintenant, tes jours de douleur sont terminés. Désormais, tu connaîtras la paix. Geneviève sentit une chaleur parcourir son corps. La douleur dans ses genoux disparut. La faim qui avait été sa compagne constante s'envola. La fatigue qu'elle avait portée pendant des années s'évapora. Elle se sentit comme si elle avait de nouveau 30 ans. « Merci, Seigneur, murmura-t-elle. Merci. » L'homme en blanc commença à s'éloigner, marchant vers l'ombre du jardin. « Attendez !» cria Lucas en se levant. « Est-ce qu'on vous reverra ?» L'homme s'arrêta, se retournant avec un sourire. « Je suis toujours avec vous. Dans l'affamé que vous nourrissez, dans le nu que vous vêtez, dans le seul que vous visitez. Chaque fois que vous faites quelque chose pour le plus petit de mes frères, vous le faites pour moi. Ne l'oubliez jamais. » Et sur ce, il disparut. Il s'évanouit simplement dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Les quatre restèrent en silence un long moment, digérant ce qui venait de se passer. Finalement, Antoine parla. « Maman. Viens. Entre dans la maison. C'est ta maison maintenant. Pour toujours. » Et ainsi commença la transformation. Au cours des mois suivants, la vie de Geneviève changea d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Antoine lui donna toute une aile de la propriété cossue, 3 grandes chambres, 2 salles de bain, un salon privé. Il engagea des infirmières pour prendre soin de sa santé. Des médecins vinrent et traitèrent ses genoux, ses mains, ses années de malnutrition. Mais plus que cela, Antoine lui donna quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, son temps. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Chaque après-midi, il se promenait dans le jardin pendant que Geneviève lui racontait des histoires de son enfance. Chaque soir, il dînait en famille, Antoine, Sandrine, Geneviève et Lucas, qui avaient commencé à leur rendre visite régulièrement. Lucas aussi avait changé. Il avait commencé à travailler avec une organisation qui nourrissait les personnes sans abri. Chaque semaine, il passait 2 jours à distribuer de la nourriture dans les rues d'Aix-en-Provence.
Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans le besoin, il pensait à Geneviève, au pain qu'il avait détruit, à la façon dont il avait été si proche de détruire aussi une âme. Sandrine avait accueilli Geneviève comme sa propre mère. Elle l'emmenait faire les courses, à l'église, chez le médecin. Elle écoutait ses histoires les larmes aux yeux, s'émerveillant de la force de cette femme qui avait tant souffert. Et Geneviève s'épanouit. Avec une alimentation régulière, des soins médicaux et, surtout, de l'amour, elle semblait rajeunir. Ses yeux retrouvèrent leur éclat. Son sourire devint constant. Son rire remplissait la demeure d'une joie que ces murs de marbre n'avaient jamais connue. 6 mois après la rencontre avec l'homme en blanc, Geneviève lança un projet avec le soutien d'Antoine et de Lucas. Elle ouvrit un restaurant solidaire dans le quartier des Arnavaux, juste à côté de l'endroit où elle avait vécu. Ils nourrissaient 100 personnes par jour, mais plus que de la nourriture, ils offraient de la dignité, de l'amour, de l'espoir. Geneviève était là tous les jours, servant personnellement, étreignant chaque personne qui entrait, leur rappelant qu'ils étaient aimés, qu'ils avaient de la valeur. « Je sais ce que c'est d'avoir faim », leur disait-elle. « Je sais ce que c'est de sentir que personne ne vous voit, que personne ne se soucie de vous. Mais il vous voit. Il vous voit toujours. Et vous n'êtes jamais, jamais seul. » Un jour, alors qu'elle servait de la soupe à une vieille femme qui lui rappelait elle-même un an plus tôt, Geneviève sentit une présence. Elle leva les yeux. Dans un coin du restaurant, observant avec un sourire, se tenait l'homme en blanc. Geneviève lui sourit en retour, des larmes de gratitude dans les yeux. L'homme hocha légèrement la tête, comme pour dire « C'est bien, ma fille ». Puis il partit. Ce soir-là, au dîner familial, Geneviève leur raconta l'apparition. « Il continue de veiller sur nous, dit-elle. Il continue de nous guider. Il n'est jamais vraiment parti. » Antoine prit la main de sa mère. « Maman, merci de n'avoir jamais abandonné avec moi. Merci de m'avoir aimé même quand je ne le méritais pas. » « Le véritable amour n'abandonne pas, mon fils, répondit Geneviève. Le véritable amour attend, pardonne, croit. Il croit toujours. » Lucas, assis de l'autre côté de la table, leva son verre. « À Geneviève. La femme qui m'a appris ce que signifie vraiment être riche. » Ils trinquèrent tous, les verres résonnant dans l'air. Et à ce moment-là, dans cette propriété cossue qui avait été autrefois un monument à l'orgueil et à l'apparence, maintenant remplie d'amour véritable et de réconciliation, on sentait la présence de quelque chose de plus grand, d'éternel, de divin. L'héritage de Geneviève ne s'arrêta pas à sa propre transformation. Son histoire se propagea comme des ondes sur un lac. Antoine démissionna de son agence de publicité et créa une fondation qui aidait les mères célibataires et les familles en situation de pauvreté extrême. Il l'appela la Fondation Geneviève. Lucas vendit sa Porsche et fit don de l'argent au restaurant solidaire. Il se mit à conduire une voiture modeste et à vivre avec moins d'ostentation. Il découvrit que la paix qu'il trouvait en servant les autres valait plus que tous les luxes qu'il avait autrefois poursuivis. Sandrine commença à donner des cours gratuits de développement professionnel aux femmes des communautés pauvres, les aidant à trouver un travail digne. Et ensemble, les 4, ainsi que des dizaines de bénévoles inspirés par leur histoire, changèrent des centaines de vies à Aix-en-Provence. Geneviève vécut encore 10 ans après cette nuit de transformation. 10 ans remplis d'amour, de but, de joie. Elle mourut entourée de sa famille, un sourire aux lèvres, murmurant « Merci, Seigneur » dans son dernier souffle. À ses funérailles, plus de 1000 personnes étaient présentes. Des gens du restaurant solidaire, des voisins des Arnavaux, des bénévoles, des familles qui avaient été touchées par son histoire. Tous avaient les larmes aux yeux, mais aussi des sourires, car ils savaient que Geneviève était rentrée chez elle, dans sa véritable maison. Et tandis qu'on descendait son cercueil en terre, tandis que les prières emplissaient l'air, Antoine leva les yeux. Au loin, sous un arbre, se tenait un homme vêtu de blanc, observant, souriant. Antoine cligna des yeux. L'homme n'était plus là. Mais Antoine sut, de chaque fibre de son être, que l'homme en blanc était venu chercher sa mère pour la ramener à la maison, et qu'elle était maintenant enfin là où elle avait toujours appartenu, dans les bras de l'amour éternel.